Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes toujours dans notre travail sur la notion de reconnaissance et je vous prie de m'excuser. Donc, la semaine dernière, nous avions donc posé notre réflexion sur cette notion de reconnaissance, même vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas fait nécessairement quelque chose de spécifique par rapport à nous, c'est-à-dire lorsque nous nous retrouvons dans une réalité dans laquelle eh bien, la personne qui est en face de nous eh bien, tout simplement fait ce qu'elle est censée faire, nous pensons souvent que nous n'avons pas de reconnaissance à éprouver et à ressentir par rapport à cette personne. Et nous nous sommes rendus compte bien, que ce n'est pas totalement exact, qu'en effet, la notion de Hakarat Tov, la notion de reconnaissance, n'est pas liée au fait qu'il y ait une intention de la part de la personne qui est en face de nous apporter ou pas, mais c'est tout simplement le fait que l'on ait reçu. À partir du moment où nous avons reçu, nous avons une obligation, donc comme on l'avait vu, de Hakarat Tov, de reconnaissance. Alors, aujourd'hui, on va, si vous le voulez bien, aborder un point qui est quand même extrêmement important. Le point sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous aujourd'hui, c'est sur l'univers dans lequel la Hakarat Tov, la reconnaissance, est au contraire fondamentale, parce que rien n'est normal et tout est cadeau. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, de la notion de Hakarat Tov, de la notion de reconnaissance qui existe, ou qui est censée exister, à l'intérieur de la relation de couple. Alors, ici, après, Friedlander attaque de manière très claire, très sèche, j'ai presque envie de dire, et je vais vous traduire juste les mots tels qu'il les exprime. De manière générale, l'obligation de reconnaissance qui est censée exister entre un époux et son épouse, eh bien, Adam, l'homme, le masculin, le monsieur, Mishtadel fait tous les efforts, Liftor et Tatsmo, pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir s'en rendre quitte. Pourquoi? Et il voit, car il voit, dans tous les bienfaits qu'il reçoit de son épouse, pardonnez-moi, quelque chose qui est normal, qui est évident. Car c'est comme cela, en effet, que c'est censé fonctionner, non? N'est-ce pas? Toutes les femmes s'occupent des enfants. Toutes les femmes s'occupent de la cuisine, font les courses. Toutes les femmes, eh bien, s'occupent de faire en telle sorte que la maison soit propre, rangée, ordonnée. Et au fond, est-ce qu'elle fait ça que pour moi? Et là, elle fait ça parce que c'est son rôle. Alors, évidemment, pourquoi j'ai voulu m'arrêter et lire et traduire de manière exacte ce qu'Abraham Friedlander nous dit, c'est parce que je pense que pour beaucoup de personnes, eh bien, ce que je viens de dire à voix haute correspond à ce qu'ils pensent, parfois tout bas, de manière consciente, ou parfois légèrement inconsciente, mais en tout cas qu'ils pensent. En effet, nous avons été habitués à penser que, eh bien, un certain nombre de choses sont normales et que dans la mesure où c'est comme ça que ça se fait et ça se fait partout, alors comme dirait l'autre, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de choses particulières liées à cela. Je suis désolé, la femme de mon copain, elle aussi, elle s'occupe de sa maison comme ma femme, etc., etc. Évidemment, cette problématique va exister aussi dans l'autre sens, dans la relation qu'elle épouse à son mari, mais Raphaël Friedlander dit que de manière générale, l'homme a plus tendance à vouloir prendre la fuite devant l'obligation de reconnaissance qu'il doit avoir vis-à-vis de choses qui pour lui semblent normales et surtout qu'il ne voit pas lui être destiné de manière particulière et personnelle. Et c'est là où en effet il y a véritablement un problème. C'est que pour bon nombre d'entre nous, la reconnaissance n'existe qu'à partir du moment où ce que nous avons reçu est quelque chose de particulier et surtout que c'était destiné vraiment pour nous et exclusivement pour nous. C'est-à-dire que, au fond,
nous n'apprécierions que ce que nous verrons comme étant quelque chose de particulier et quelque chose de personnalisé. Si c'est quelque chose de particulier, de personnalisé, alors là, oui, en effet, je vais exprimer ma reconnaissance, je vais la dire avec des mots, avec des gestes, ce que vous voulez. Eh bien, c'est là où, en effet, nous avons une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la Akaratatov, la reconnaissance, doit s'exprimer, comme on l'a vu, vis-à-vis de chaque élément que nous recevons, et ce, sans nous préoccuper d'une quelconque manière de savoir si ces choses-là nous étaient destinées exclusivement et si elles ont fait l'objet d'un investissement particulier. Ce qui est important, c'est de réaliser tout ce que nous pouvons donner à l'autre à travers une parole dans laquelle on reconnaît. On reconnaît, c'est-à-dire on connaît à nouveau. On fait en telle sorte que l'autre ait conscience à nouveau de la portée de l'acte qu'il a mis en place et évidemment, à travers cela, nous lui apportons énormément. Et c'est là où, en effet, on oublie que dans l'univers de la Hakaratatov, de la reconnaissance, il y a ce que j'appellerais, il y a une notion de chesed, une notion de don. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin de ressentir le fait que l'autre apprécie ce que nous lui avons donné. C'est un sentiment qui est présent chez chaque être humain. Regardez d'ailleurs comment nous, en tant que parents, guettons le sourire de l'enfant lorsque celui-ci, ne serait-ce qu'a reçu son biberon ou un jouet, ou qu'on s'est occupé de lui ou autre chose. Nous guettons et nous avons besoin. Pourquoi? Pour être sûr que nous avons véritablement été source du bien-être de l'autre, et puis parce que, tout simplement, chaque être humain a besoin de savoir que l'autre a vu et a perçu ce qui lui a apporté, et c'est ce qui permet de développer encore plus un sentiment et une relation de proximité. Et à partir de cela, évidemment, on ne peut pas imaginer une personne qui s'inscrirait dans une perspective de chesed, c'est-à-dire de don et d'altérité, et qui par ailleurs ne serait pas capable d'exprimer de la reconnaissance. Et au passage, on peut retrouver dans la vie bon nombre de personnes qui fonctionnent de cette manière, c'est-à-dire qui sont dans l'illusion du chesed, c'est-à-dire qui pensent qu'elles donnent, alors qu'en vérité, lorsqu'elles le reçoivent, elles sont incapables de donner à l'autre ces mots qui vont apporter à cet autre. Et si on avance, l'acte positif que l'autre a fait vis-à-vis de nous va être un facilitateur de reconnaissance. Pourquoi? Eh bien parce qu'il nous nourrit et donc nous avons plus de facilité à donner à l'autre quand celui-ci est à l'origine d'un bien-être. Alors, comment est-ce que nous les hommes, et pas que nous les hommes, il y a des femmes aussi qui fonctionnent comme ça, je peux vous le garantir, évidemment, mais comment est-ce que nous faisons pour réussir à nous organiser intérieurement pour ne pas exprimer de reconnaissance? Comment on fait? Comment on arrive à vivre un quotidien dans lequel on va recevoir, dans lequel l'autre va nous apporter, et malgré tout, nous arrivons sans problème à ne pas exprimer de reconnaissance et on ne se sent absolument pas mal avec ce type de comportement. Alors là-dessus, je vais vous dire, les stratégies sont multiples. La première, c'est de considérer que c'est normal. Que c'est normal. Comme on l'a vu, c'est son rôle, c'est normal, tout le monde le fait. Je ne vois pas pourquoi je devrais exprimer quelque chose de particulier en dehors du merci technique et poli, parce que
L'autre, au fond, n'a fait que son devoir. L'autre n'a fait qu'assumer sa responsabilité. OK. Maintenant, dis-moi, si l'autre, à un moment, n'assumait pas sa responsabilité, ça serait un manque. Évidemment, tu arriverais peut-être à trouver un système pour combler ce manque, mais qu'on le veuille ou pas, ça serait un manque, ça serait une difficulté. Donc l'autre, en te donnant ce qu'il t'apporte, te supprime cette difficulté potentielle si, en effet, il n'était pas là pour répondre à ton besoin. Et je vais vous donner un exemple que j'affectionne particulièrement. C'est celui de la personne qui se retrouve un soir, tard, après le couvre-feu, dans une lointaine banlieue, dans une campagne, que sais-je. Et cette personne constate que cela fait déjà plusieurs minutes, voire même plusieurs dizaines de kilomètres, que la jauge à essence affiche un 0 pointé et que le fameux clignotant orange clignote de plus en plus rapidement pour les voitures dans lesquelles ça clignote. Je ne sais pas s'il y a des voitures dans lesquelles ça clignote. En tout cas, il est là, il est allumé. Il lui indique que son niveau de carburant baissant plus que dangereusement, il risque de se retrouver bientôt en panne sèche. Et évidemment, 1h du matin, dans une banlieue lointaine, résidentielle, est-ce que vous allez véritablement trouver, pardonnez-moi, je suis désolé, une station-service qui est ouverte? Et là, joie et bonheur, on ne sait pourquoi, on ne sait comment. Il découvre une station-service qui est ouverte avec quelqu'un qui est pompiste. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus rare parce que tout est automatique. Mais allez, on va se remettre il y a 30 ans, il y a 40 ans, avec quelqu'un qui est là à son poste, peut-être un peu fatigué, en train de somnoler, mais qui évidemment va lui servir ces précieux litres d'essence dont il a besoin pour que sa voiture avance. Qu'on soit clair, ce pompiste qui est ouvert en milieu de nuit, je peux vous garantir, ne lui fera pas payer son essence 1,24 € le litre. Il y a de fortes chances qu'il en soit à 1,60, 1,70, voire 1,80, voire 1,90. 2, ça fait un peu exagéré, mais il y a de fortes chances. Et donc, je vous garantis qu'il compense en effet ces nuits blanches par des bénéfices différents, même si en effet, il y a peu de voitures qui passent. Alors, on est dans la situation, on a été servi, on a payé, et entre vous et moi, est-ce qu'on s'en va en claquant la porte de la voiture? Non. Vous avez constaté que la plupart du temps, dans ce genre de situation, eh bien, nous avons tendance à exprimer de manière très forte notre reconnaissance vis-à-vis de cette personne qui vient de nous, non point dépanner, mais de nous permettre de nous sentir mieux dans notre tête et d'évacuer cette peur et cette angoisse de tomber en panne. Pourquoi? Pourquoi, au fond, on arrive à l'exprimer? Parce qu'on prend la mesure de l'importance de ce que l'autre a fait. Mais comme de manière générale, ce n'est pas aussi complexe à obtenir. Donc, on ne ressent pas l'importance de l'acte et du geste. Parce que cet acte que tu aurais pu faire en journée dans une ville dans laquelle les pompes à essence sont présentes, c'est le même. Et il t'est autant nécessaire que hier soir à 2h du matin. Parce que dans les deux cas, tu vas avoir besoin d'essence, si ce n'est que la dimension anxiogène de la situation d'hier n'étant pas présente, tu ne ressens pas les choses de la même manière et tu ne vois pas ici une forme d'urgence, il faut absolument que, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et c'est cela peut-être qu'il faudrait essayer de travailler chez nous, c'est-à-dire essayer de se dire, mais au fond, c'est vrai que cette personne me donne et m'apporte cela. On va dire que c'est normal, que c'est son rôle. Allez, on va le dire, d'accord? Disons-le. Allez, avançons. Et donc, si cette personne n'était pas là, si cette personne ne nous apportait pas ce qu'elle nous donne, est-ce qu'au fond, on ne serait pas dans une situation plus complexe? Je ne dis pas gravissime, mais plus complexe, un peu plus difficile. Oui ou non? Oui. Donc, concrètement, cette personne-là est source d'un réel bien-être. Et la reconnaissance va être à l'aune de cet état de conscience que tu vas avoir de ce que l'autre t'apporte réellement. La meilleure manière
de ne pas ressentir et encore moins exprimer de la reconnaissance, c'est la relativisation de l'importance de l'acte que l'autre a pu avoir vis-à-vis de moi. Or, l'acte, de manière générale, est important et il a de la valeur, seulement on ne le perçoit pas de la même manière suivant le contexte et suivant le moment. La contextualisation de l'acte positif que l'autre nous apporte peut faire en telle sorte que cet acte-là ne représente pas grand-chose par rapport à nous. Et c'est là où, en effet, nous ne nous devons pas de contextualiser ou d'interpréter ce qui est à l'origine ou ce que représente réellement ce que l'autre a fait, mais de voir de manière concrète deux choses. La première, c'est le désir de nous apporter qu'a eu l'autre, qu'on le veuille ou pas, son désir de nous donner. Même si l'autre n'a pas nécessairement le choix, mais concrètement, il a fait un acte qui est l'expression d'une volonté au moment où il m'a apporté cette chose. Parce que si l'autre ne désirait pas, la chose ne serait pas là. Donc, qu'on le veuille ou pas, il a fait un acte concret pour me permettre de recevoir ce que j'ai, pour me permettre de vivre ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est déjà le premier point. Et le second point, c'est essayer de prendre la mesure du besoin que l'autre a au moment où je suis en train attendez, c'est moi qui me suis perdu. C'est rare, mais ça m'arrive. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de prendre conscience, de la nécessité que l'autre a, de sentir qu'il nous a apporté quelque chose et de le lui exprimer. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir qu'on a apporté quelque chose à l'autre. Et celui qui ne va pas le faire, c'est quelqu'un qui a construit un système à l'intérieur duquel, eh bien, il a décidé peut-être lui-même de ne pas ressentir ce besoin. Alors, vous savez, c'est très intéressant parce que souvent, on va demander à l'autre de vivre les choses comme nous, on les vit, et nous, on s'oblige à vivre les choses d'une certaine manière pour pouvoir, en effet, sur la base de ça, ne pas ressentir le fait que l'autre puisse avoir besoin d'autre chose. Vous savez, ces personnes qui disent « Non, mais moi, je ne vois pas le problème, moi, je n'en ai pas besoin, ce n'est pas si nécessaire, ce n'est pas si important. » Donc, une manière de dire, et donc si pour moi, ce n'est pas si important, pour l'autre, ça ne l'est pas. Donc, on construit un système pour ne pas s'obliger à un moment à exprimer de la reconnaissance vis-à-vis du tiers. Alors, ça, c'est donc ce que l'on va voir au niveau de la Karatatov entre Ish ve Ishto, un homme et son épouse. Et comme Rav Wolbe le dit, parce que là, je suis sur deux livres à la fois, Rav Wolbe explique et dit qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans cette reconnaissance à l'intérieur d'un couple. C'est que si elle n'existe pas, eh bien, on va se retrouver dans quelques années avec des problématiques de couple très lourdes. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est quelque chose, au passage, je fais juste une parenthèse, que j'ai pu voir malheureusement relativement souvent. C'est que lorsque on ne prend pas le temps d'exprimer notre reconnaissance par rapport à ce que notre conjoint nous apporte, eh bien, on ne voit au bout d'un moment que les éléments de dysfonctionnement de la relation. Or, toute relation, à un moment, est dysfonctionnelle, qu'on le veuille ou pas. On n'est jamais pleinement ce que l'autre attend. On n'est jamais dans le 100% dans la relation. Les personnes qui sont persuadées qu'une relation, c'est du 100%, se trompent. Alors, on peut être à 99, 98, 97, 95, mais qu'on le veuille ou pas, le 100% dans la relation n'existe pas. Seulement, il ne pose pas de problème dès lors que les éléments éventuels de dysfonctionnement disparaissent et s'effacent et se diluent à l'intérieur de tout ce que cette relation nous apporte par ailleurs. Ça veut dire qu'on ne les remarque même pas, tellement nous sommes nourris de ce que la relation nous apporte par ailleurs. Mais nous ne sommes nourris que dans la mesure où nous acceptons d'être nourris. Et on est nourris que dans la mesure où on est prêt, en exprimant sa reconnaissance, à en prendre conscience. C'est-à-dire que l'impact
que va avoir l'acte positif par rapport à nous est défini par la manière dont on sera capable d'en parler et d'exprimer de la reconnaissance par rapport à lui. Et c'est là où il y a une différence fondamentale entre ce que j'appellerais la dimension physiologique d'une histoire et la dimension spirituelle de celle-ci. La dimension physiologique d'une histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est quand quelqu'un vous donne à manger, votre corps a reçu un certain nombre de nutriments et concrètement, le bénéfice, vous allez le ressentir. Vous avez eu du sucre, vous avez eu tout ce qui est nécessaire pour avoir de l'énergie et de la force. Ça, c'est quelque chose qui est concret, objectif, perceptible et que l'on peut ressentir. Maintenant, ce que l'autre nous apporte dans d'autres domaines, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas exclusivement du domaine du technique, eh bien, on enregistrera la dimension positive de celle-là qu'à partir du moment où on en parlera. D'accord? C'est-à-dire, je vais même prendre un exemple tout banal, tout bête. Imaginez une personne à qui vous allez apporter à manger. Quand vous lui apportez à manger, il y a la partie physique de celle-ci, il y a la partie biologique, il y a la partie de la nourriture, d'accord, de tout ce qui se passe dedans. Mais il y a aussi votre sourire, votre gentillesse et tous les mots qui sont autour de cela et qui font que la personne va se sentir bien. Mais elle ne pourra véritablement se sentir bien que dans la mesure où elle a identifié ces choses. Et pour les identifier, il faut qu'elle en parle. Ne pas en parler, c'est tout simplement faire disparaître l'impact positif que ces éléments-là peuvent avoir par rapport à nous. Donc, c'est bouleversant d'ailleurs, parce que vous allez vous retrouver parfois dans la vie avec des personnes vis-à-vis desquelles vous essayez d'apporter énormément. Mais pas juste de manière physique, au niveau émotionnel, au niveau d'une présence, au niveau d'une écoute, au niveau d'un service, au niveau de plein de choses. Et tous ces actes-là n'apportent rien à la personne dans la mesure, parce que tout simplement, elle ne les identifie pas comme étant l'expression d'une chose positive vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce que cette dimension positive n'étant pas objectivement perceptible dans l'immédiat, eh bien, elle ne l'intégrera pas. Et vous avez des personnes qui vont dire, mais tu ne m'as jamais aimé, mais tu n'as jamais fait des choses pour moi, etc. Et l'autre va dire, mais si, seulement tu ne les as pas vues, parce que tout simplement, tu n'en as jamais parlé. C'est en parlant que l'on prend conscience de ce qui se passe et de ce que l'on reçoit. Au passage, il serait intéressant d'imaginer que serait une vie dans laquelle tous ces éléments ne seraient pas là. Nous serions véritablement dans une forme de manque. Mais nous ne réalisons pas ce que nous recevons au moment où l'autre nous l'apporte. D'où la raison pour laquelle il est absolument, et ça je vous apprends rien, vous le savez, il est absolument fondamental et primordial de savoir au quotidien exprimer sa reconnaissance à l'intérieur du couple. On va repartir sur la réflexion plus globale sur la reconnaissance. Mais là, ce matin, on s'arrête un petit peu sur le couple. Et ce que je vais vous dire, c'est, tout le monde le sait, évidemment. Tout le monde est au courant. Mais cette reconnaissance exprimée, verbalisée et entendue de l'autre et de nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'installer à l'intérieur de notre vie cette conscience de tout ce que l'autre nous apporte pour pouvoir nourrir et entretenir et développer, approfondir cette relation que nous avons et surtout nous prémunir de tous ces moments de vie dans lesquels, pardonnez-moi, l'autre ne fonctionnant pas nécessairement de la manière dont on le désire, eh bien, son dysfonctionnement pourrait être à l'origine, en effet, d'une difficulté, voire même d'une rupture à l'intérieur du couple. Voilà, ça c'est un petit peu sur ce point-là. C'est un point connu, mais je n'ai pas envie de trop avancer là-dessus, parce que sinon après on va rentrer dans des lieux communs, et je ne suis peut-être pas sûr que c'est nécessairement ce qu'on a envie de faire. Alors là, je vais reprendre un autre texte qui est tiré par contre du Aléchour par rapport à cette notion d'exprimer la reconnaissance.
Rav Wolbe rapporte le fameux verset dans la paracha des Bikurim. Les Bikurim, vous savez, c'était donc ces fruits que l'on amenait une fois par an au temple de Jérusalem. Et quand on arrive au temple de Jérusalem, eh bien, on les amenait devant le prêtre, devant le Kohen, de manière très pompeuse, très belle. Et au moment où on l'amenait devant le Kohen, eh bien, à ce moment-là, on se devait de dire une phrase. Donc, on imagine, vous êtes paysan, vous êtes en Israël, vous avez une récolte, vous avez des fruits, vous avez sélectionné les bikurim, c'est-à-dire les premiers fruits qui ont poussé sur les arbres, et à travers une superbe procession, vous rentrez à Jérusalem, vous rentrez dans le temple, vous vous retrouvez devant le prêtre, et à ce moment-là, vous lui donnez les fruits. D'accord? Super. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué dans le passage comme ça, je vous le dis. Et tu iras vers le Kohen, qui sera à cette époque. Vers Martha Elav, et tu lui diras. Tu lui diras quoi? Tu lui diras, me voici, je suis aujourd'hui sur cette terre, que Dieu a juré de donner à nos ancêtres et qu'il nous a donné à nous. Mais il dira autre chose. Je me rappelle que déjà l'araméen, c'est-à-dire Lavan, c'est-à-dire le beau-père de Jacob, eh bien, a voulu perdre et faire disparaître mon père. Car en effet, Lavan voulait absolument pervertir Jacob et l'amener à fonctionner suivant son système à lui, un système de malhonnêteté, un système de perversion. Et tu vas dire devant le Kohen, mais Jacob a réussi à s'en échapper, mais néanmoins par la suite, eh bien, il se passe encore d'autres événements. Et parmi les autres événements, nous nous retrouvons en Égypte. Nous sommes retrouvés en Égypte et en étant en Égypte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu nous sort d'Égypte. Et en nous sortant d'Égypte, il nous amène où? Il nous amène en terre d'Israël. Il nous donne la Torah. Et me voici maintenant avec mes fruits. Et on doit dire ça à voix haute au Kohen. Et la question est de savoir, mais pourquoi on a besoin de dire ça à voix haute au Kohen? Qu'est-ce que ça lui change? Pourquoi ce n'est pas un texte qu'à la limite on doit réciter à voix basse? Et nos maîtres de dire qu'en effet, non. Dis Rashi. Et tu raconteras le Hagid chez Encha. Pardonnez-moi, il ne dit pas le Hagid. Va martelav chez Encha Kafutova. Tu lui diras pour montrer que tu n'es pas un ingrat. C'est-à-dire, il est nécessaire au temple de Jérusalem de dire je ne suis pas un ingrat. Et ne pas être un ingrat, c'est pas juste dire merci Hachem, j'ai des beaux fruits, waouh, 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 c'est génial, quelle belle récolte, on va vendre plein d'oranges et plein de figues et plein d'oranges, etc. Non. Shencha Kafui Tova, que tu n'es pas ingrat par rapport à toute une histoire dont tu es le fruit, mais que tu n'as pas vécu. Ça veut dire que tu dois ressentir de la gratitude par rapport au fait que tu te retrouves ici. Et si tu te retrouves ici, c'est parce qu'Hachem est intervenu tout au long de l'histoire pour permettre ta présence sur cette terre au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'Égypte, et il t'en sort, Lavan, et il t'arrête à t'en sortir, etc. Et c'est ça que l'on attend de l'individu. Alors, j'aimerais nous proposer, si vous le voulez bien maintenant, un petit travail très intéressant. Est-ce qu'on est capable, nous, au niveau individuel, non point de se rappeler de ce qui s'est passé il y a 50 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, si vous faites tous les 365 jours de l'année, vous allez dire, bon, t'exagères. Mais de nous rappeler quelles sont les choses positives que l'autre nous a données et nous a apportées il y a, allez, on va dire, un mois. Un mois. C'est-à-dire, je te dis, voilà, le mois dernier, est-ce que tu te rappelles de toutes ces choses positives que l'autre t'a faites? Je vous garantis que s'il y a une dispute, s'il y a une tension, si l'autre à un moment a fait quelque chose qu'on n'a pas nécessairement apprécié, je ne parle pas de l'énorme truc, non, un petit truc, on s'en rappelle parfaitement. C'est très curieux de voir que le souvenir est très sélectif. Nous nous rappellerons parfaitement les événements qui ont eu lieu et qui nous ont posé problème. D'ailleurs, vous le voyez bien, souvent dans les conflits de couple et dans les conflits tout court, et plus particulièrement dans les conflits de couple, vous avez un des deux conjoints qui, lorsqu'il commence à parler à l'autre, va faire émerger des événements qui ont eu lieu, comme on dit chez nous en vieux yiddish, il y a très longtemps. C'est-à-dire que comme par hasard, eh bien,
il y a des événements qui étaient là il y a longtemps, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors ceux-là, aucun problème. Ceux-là, on s'en rappelle. Ceux-là, les dossiers sont en permanence réactualisés, bien dépoussiérés, aucun problème. On sait où les trouver. Ils sont bien ici, à fleur de cerveau. Il suffit juste de quelque chose et hop, on est capable de les représenter. Posons-nous la question. Quelle est la dernière fois où nous avons, avec un événement positif qui nous est arrivé, fait immédiatement la connexion avec un événement positif du même type? Regardez, je vous donne des exemples. Pardonnez-moi, je vais être un peu gros sabot et je vous prie de m'excuser. D'accord? Voici un petit peu l'exemple. On est là. Allez, on va prendre l'exemple, les grands classiques, avec les gros sabots. Ma femme m'a demandé de ramener les commissions et bien sûr, j'ai regardé le recto de la liste et pas le verso. D'accord? Et donc, elle me dit, alors, mais je t'avais demandé aussi de dire, ah oui, je suis désolé. Et bon, comme je ne vais pas mentir, je dis, je suis désolé, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu. Il y a de fortes chances, je ne parle pas de ma femme, bien sûr, que cette épouse, très sympathique, ça peut se passer dans l'autre sens et ça se passe aussi dans l'autre sens. Qu'on soit bien clair, on va dire, ouais, d'accord, enfin, d'accord. C'est comme la fois dernière quand je t'avais demandé, et elle te rappelle qu'on avait été là-bas, et c'est toujours la même chose. Et moi, je me rappelle très bien, et il y a 5 ans, et quand on était chez ma mère, et quand on était chez tes parents, et je t'avais demandé, tu es incapable de te rappeler, et tu ne te rappelles que ce qui t'intéresse. Mais si ça ne t'intéresse pas, ça prouve bien qu'en vérité, si c'était pour les autres, tu aurais rien oublié, mais quand c'est pour moi, comme par hasard, là, tu n'es pas capable. D'accord. Et d'ailleurs, pour les autres, et je vous rapporte. Mais quand tu as tout ramené, est-ce que tu entends? Ah là là, ça me rappelle le nombre de fois où tu as exactement fait ce que je t'avais demandé et combien j'étais contente. Et la fois dernière, quand je t'avais dit ça, que tout seul, tu avais pensé à me ramener ça, alors qu'en vérité, j'avais oublié de te le dire. Vous êtes entendu une fois dire cette phrase entre vous et moi? Je vous parle. Hein. Est-ce qu'on s'est déjà une fois entendu dire ce genre de phrase? Ça me rappelle cet acte sympathique et positif, la dernière fois où tu as fait un acte du même principe. Non. Pourquoi on est incapable de faire ça? C'est bouleversant. Parce que Darkam, chez la briotte, le galotte est à la hotte. Oula, l'immet à tovot, comme disait le Roche. Et comme on l'a vu la semaine dernière. Parce que la nature profonde de l'individu, c'est le galotte et à la hotte, c'est de révéler ce qui ne va pas. Et le ha'alim, et de faire en telle sorte d'oublier de mettre de côté. C'est-à-dire, on a envie de faire une forme de reset sur quoi? Sur tout ce qui pourrait créer chez nous un sentiment profond de reconnaissance vis-à-vis de notre conjoint. Et après, on s'étonne que nos enfants n'aient pas vis-à-vis de nous des sentiments de reconnaissance et ne parlent que de ce qui ne va pas. Et on dit, mais c'est pas possible, mais on est marre, mais tu te rappelles, ils sont sans arrêt par des choses, etc. Et tu mets sans arrêt le point sur des choses qui t'ont dérangé. Et alors, il n'y a pas des choses positives. Et tu n'as pas vu tout ce qu'on a fait pour toi. Ribbono Shalom, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu fais quoi? Comment tu fonctionnes? Mais l'enfant, il fait que t'imiter. Il est là, mais il n'a jamais vu autre chose. Donc pour lui, c'est comme ça le modèle. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans la vie. Et nous, on est là, et on s'énerve. Mais l'enfant, il est en train de te dire, mais je vais t'apprendre comment tu fonctionnes au quotidien, à travers la manière dont tu vas me voir fonctionner. Et c'est là où, en effet, on se trouve face à quelque chose qui est très bouleversant. Parce que l'enfant va nous renvoyer à nos incapacités d'être dans la reconnaissance, qui passe par ce déni de ce que l'autre nous apporte. Or, c'est là où, en effet, le travail doit être fait. Il doit être fait. Comment? Et c'est là ce qu'on va essayer d'avancer. Quand tu arrives chez le Cohen, eh bien, tu dois apprendre à te remémoriser tous les éléments qui ont fait partie de ton histoire et de ton histoire collective et d'en parler. Parce que chez le Cohen, tu dois dire les choses. Tu dois dire avec des mots. Tu dois dire pour que l'autre entende. Tu dois dire pour que toi-même tu entendes.
pour que toi-même, tu arrives à prendre conscience à travers les mots que tu... Et pardonnez-moi, aujourd'hui, je me répète un petit peu, mais ce n'est pas grave, j'assume. Tu dois dire, tu dois t'entendre dire les mots qui te permettront d'installer de manière forte la dimension positive qui est présente chez l'autre et dont tu es le bénéficiaire. Une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, eh bien, je vais vous dire, elle est très simple. C'est parce que on se refuse d'installer à l'intérieur de notre vie une relation de proximité. Parce qu'on n'a pas envie, au fond, de faire vivre nos relations de manière plus forte et de manière plus intense. Regardez, quand on a envie d'aimer quelqu'un, allez, pour les personnes qui sont déjà mariées, celles qui sont fiancées, et je donne des indications pour celles qui se marieront un jour, bien, dans la période des fiançailles, c'est intéressant, mais dès qu'on nous parlait de notre conjoint, on ne parlait que de belles choses. On s'entendait dire « Ouah, il est génial, ouais, elle est super, ah, qu'est-ce qu'elle est, oh, comme oui, il est, ah, vraiment. » Et c'est l'autre jour ce qu'il m'a fait, ah là là, et quand on parle avec les copines, et c'est l'autre jour ce qu'il m'a fait, et l'autre jour en plus, il m'a même pensé à ça, et tu te rends compte, et idem. Bon, je ne sais pas si les gens parlent comme ça au niveau de leur copain et leur copine, mais en tout cas, on en parle, c'est ça qu'on a en tête. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de renforcer cet amour, parce qu'on a envie de lui donner une dimension forte, pérenne, puissante. Et au plus profond de nous-mêmes, nous savons parfaitement que la meilleure manière de renforcer, d'amplifier, de donner une dimension la plus dense possible à notre amour, c'est justement de parler encore et encore et encore et encore et encore de tout ce que l'autre nous apporte. Et il y a une période de vie dans laquelle on était capable de le faire sans problème parce que c'était les préludes de l'amour, c'était les prémices de la relation. C'est ce qu'on fait d'ailleurs par rapport à Dieu quand on dit le Nishmat Kol Chai, quand on dit tous ces textes et qu'on s'entend dire à voix haute tout ce qu'Hachem nous a apporté. Donc quand on n'est pas capable de faire preuve de reconnaissance, il faut se poser la question de savoir est-ce que j'ai vraiment envie d'aimer l'autre ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de ressentir un sentiment ? Est-ce que j'ai envie de me sentir envahi par ce sentiment ? Est-ce que j'ai envie que ce sentiment soit l'élément essentiel qui soit présent dans ma vie ? C'est-à-dire, est-ce que je me donne les moyens d'aimer profondément l'autre ? Est-ce que je me donne les moyens de ressentir profondément tout ce que l'autre m'apporte ? Le fait de ne pas être capable, de ne pas vouloir le faire, doit nous interroger sur cette forme de contradiction qui existe entre, d'un côté, l'attente d'une relation amoureuse forte et l'incapacité de la construire à travers la difficulté que nous avons de ne pas exprimer à l'autre ce qu'il nous apporte. Je touche ici un point qui est simple, mais qui est cardinal et qui est fondamental. Et j'avais entendu un jour d'un de mes maîtres me dire que, eh bien, si dans un couple, quelqu'un n'a pas pris l'habitude d'exprimer sa reconnaissance, ça va être compliqué un jour. Ça va être compliqué un jour, et pas nécessairement pour le couple, mais pour la personne elle-même. Parce que quand elle fera l'analyse de son histoire, quand elle reverra l'histoire de son couple, et bien comme les seuls points qui émergeront, ça sera ces points-là et rien d'autre, vous imaginez un petit peu combien son regard sur sa vie va être difficile. Parce que tout simplement, cette personne n'a jamais enregistré tous les éléments positifs qui ont jalonné cette existence et encore moins réussi à créer une relation forte avec son conjoint, parce qu'une relation forte, une relation d'amour, c'est quelque chose qui s'élabore, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se renforce, c'est quelque chose qui s'entretient, et pas juste à coup de petits cadeaux et de voyages à Venise. Non, ça c'est technique, ça c'est facile, ça c'est tout simplement pour s'approprier l'autre, ou alors pour le coincer en disant « T'as vu ce que j'ai fait ?» Non. Akaratatov. La notion de Akaratatov, d'ailleurs, on constate que, en tout cas chez les maîtres que j'ai eu le bonheur de fréquenter, il y a quelque chose que j'ai vu de manière récurrente, c'est combien, sur chaque petite chose, ils savaient dire merci, et plus encore quand c'était chez eux à la maison. Il n'y avait pas un point sur lequel ils tiraient un bénéfice, sur lequel ils n'exprimaient pas réellement cette dimension-là de reconnaissance. Donc, cette nécessité de Akaratatov dans le couple,
elle est encore plus importante et elle doit passer, comme on l'a vu, à travers un modèle d'expression dans lequel on est capable de dire à l'autre l'impact qu'a pu avoir ce qu'il nous a apporté. Et c'est là où je vais m'arrêter maintenant sur un autre point. Dire merci, c'est la politesse. C'est bien d'être poli. Manuel du savoir-vivre, apprenez dans la vie que quand on vous donne quelque chose, il faut dire merci. Super. Mais quand vous dites à quelqu'un merci, vous lui donnez une forme d'accusé de réception dans lequel vous dites, bon, c'est gentil, mais est-ce que véritablement on livre à l'autre tout ce qu'a produit cet acte par rapport à nous? Or, vous savez très bien que ce qu'un acte produit par rapport à nous en premier lieu, c'est, au-delà de sa dimension objective, le fait que nous avons existé à un moment dans le regard de l'autre et que nous avons compté pour lui. Évidemment, de manière ultime, on sait très bien que la notion de reconnaissance, elle est même s'il n'y a pas eu de volonté de la part de l'autre, même par rapport à de l'inanimé, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière. Mais je parle dans un monde de relations. Première chose, c'est l'autre a pensé à moi. L'autre a pensé à moi. Et donc, à ce moment-là, cette conscience que l'autre a pensé à moi doit me remplir et exprimer ma reconnaissance, c'est décrypter pour l'autre les éléments qui lui permettent de mieux savoir ce qu'il a réellement fait par rapport à nous. Parce que quand vous dites à quelqu'un merci beaucoup, c'est une chose, et c'est super, et c'est bien, il faut le faire. Mais quand vous dites à une personne merci beaucoup, ce que tu m'as apporté, ce que tu as fait, m'a apporté énormément, m'a donné de la joie, m'a créé un bien-être, m'a créé une satisfaction, c'est quelque chose qui m'a touché, c'est quelque chose qui m'a apaisé, c'est quelque chose, vous donnez à l'autre la mesure de ce que son acte a pu produire, et ça, vous lui en faites un cadeau, c'est un acte de chesed, c'est un acte de don. Je te donne ce bonheur qui ne va pas passer par des chocolats ou des bonbons, qui ne fournissent pas le bonheur, je peux vous le garantir, mais je te donne ce bonheur de réaliser que ce que tu as fait a porté ses fruits et a été perçu de manière très belle. En deux mots, on donne à l'autre du bonheur en lui faisant prendre conscience qu'il a pu être à un moment à la source de notre bonheur ou de notre bien-être. Et donc, c'est un acte de chesed. Et je redis à nouveau, quelqu'un qui pense être dans le chesed, qui chaque fois qu'on lui dit on a besoin, répond je suis présent, je suis là, je réponds, il faut faire, inviter, acheter les repas, donner un coup de nanana, faire je suis là, je suis là, je suis là. Tout le monde dit waouh, c'est quelqu'un, chesed. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est quoi? C'est de voir comment ça se passe à la maison. Et de savoir combien de fois par jour son conjoint entend merci beaucoup, j'apprécie, ça me touche, c'est tellement gentil, ça m'apporte, je me sens bien, je sais pas, allez-y, après inventez vous-même les mots. Mais tous ces mots-là, est-ce qu'ils sont souvent prononcés chez lui ou chez elle? Et si ces mots ne sont pas prononcés régulièrement chez cette personne, je m'interroge sur la validité du chesed qu'elle fait. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle fait n'est pas quelque chose de positif. Concrètement, elle a invité, concrètement, elle a fait le repas, concrètement, elle a organisé le truc. C'est vrai. Mais elle n'est pas dans le chesed. Elle n'y est pas. Je peux vous le garantir. Le chesed, il se situe ailleurs. Dès le moment où tu vas donner à l'autre le bonheur de savoir qu'il était source de bien-être. Et tu vas le lui exprimer, tu vas dire, mais comme je me sens bien à travers ce que tu m'as dit, ce que tu as fait, etc. Comme, voilà, d'accord? Vous savez un petit peu ces fameux messages que l'on reçoit lorsqu'on a invité des gens qui vont vous dire soit bravo, très belle soirée, exceptionnelle, etc. Bon, super. Ou alors la phrase rituelle, nous avons passé un très joli moment en votre compagnie. Ok, phrase rituelle, mais qui est peut-être vraie, qui est sûrement vraie, qui donc apporte. Mais dire, cette soirée nous a apporté ceci, en venant ici, nous avons retrouvé ça et ça nous a donné. Eh bien, c'est le plus beau cadeau parce que la personne qui est en face réalise qu'elle était à l'origine de quelque chose qui est véritablement positif par rapport à vous. Et ça, c'est un sentiment de bien-être. Imaginez un jour
un enfant qui vient vous voir et qui vous dit, papa, maman, je veux quand même que vous sachiez qu'avec tout ce que vous avez fait pour moi, ça m'a permis de me sentir bien, ça m'a permis de me sentir équilibré, ça m'a permis d'avancer, ça m'a donné des forces. Mais vous imaginez la joie immense qui va nous étreindre à ce moment-là. Imaginez dans un couple se faire ce type de déclaration plusieurs fois par semaine. Et la faire avec des mots. Avec des mots, là, c'est des mots. Ça change radicalement, totalement l'atmosphère qui peut être présente dans une famille. Et évidemment, ça peut la propulser vers un univers de bien-être qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Donc, voici ces notions-là de Karatatov dans l'univers du couple, avec, comme on l'a vu, la nécessité d'exprimer les choses. Pourquoi les gens ont difficile à le faire? On le verra par la suite. Une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se sentir redevables par rapport aux autres. Ils ne veulent pas que les gens s'imaginent qu'ils ont besoin d'eux pour vivre dans l'équilibre. Et souvent, en effet, c'est le fameux tout seul, de personnes qui, en vérité, ne veulent pas que quelqu'un imagine qu'il occupe une place à l'intérieur de leur économie d'existence. Ça, c'est chacun son orgueil. Sur ça, on ne peut pas rentrer, évidemment. Alors, on va se poser la question quand même. Comment se fait-il qu'on ait tellement de difficultés à être dans cette reconnaissance, et plus particulièrement dans le couple? Une des premières raisons, et vous la connaissez, et on la connaît tous, c'est parce que parfois, malheureusement, on reproduit des schémas familiaux. Ouais, dramatique. On reproduit des schémas familiaux. C'est-à-dire qu'on a grandi parfois dans des familles dans lesquelles, vis-à-vis de nous, la notion de reconnaissance n'a jamais été exprimée. Tu sais, quand tu as eu cette note, je t'aime toujours autant que tu es 0 ou que tu es 15, mais qu'on le veuille ou pas, le fait de voir que tu as fait cet effort me remplit de joie et je suis tellement content. Et quand je suis parti ce matin et que j'ai vu ce que tu avais fait, tu ne peux pas t'imaginer comment ma journée, elle s'est bien passée. Dites tous ces mots-là, vous les dites? On les dit aux enfants, on les dit. On les dit. Tu sais, ce matin, je ne t'ai pas dit, mais ce matin, quand je suis parti, j'ai vu que tu n'avais pas oublié de faire ça. Tu ne peux pas savoir comment j'étais contente. Tu ne peux pas savoir comment ça m'a fait plaisir. Je suis parti, j'avais un sourire dans le cœur. Ah, vous dites ça à un enfant, mais vous changez tout. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? On a peur de quoi? Pourquoi on ne le fait pas? On a peur de quoi? On a peur de relations plus fortes, plus puissantes, plus vraies. On a peur que ça marche. Mais si nous-mêmes, on ne l'a jamais reçu, si nous-mêmes, on était dans une forme d'attente désespérée de la reconnaissance, et que la seule chose qu'on a eue, c'est un doigt qui se pointait sur nos dysfonctionnements, si on a eu en effet des paroles dans lesquelles c'est normal que tu le fasses, c'est normal parce que c'est comme ça que ça doit être. Je ne parle même pas d'un merci, d'un bravo. Et si, évidemment, nous avons toujours rêvé d'entendre ces paroles, et de se dire, mais est-ce que papa et maman sont contents? Est-ce que ça leur fait plaisir? Eh bien, intéressant. Intéressant parce que ça serait difficile par la suite de faire ce travail par rapport aux autres. C'est pour cela que, en même temps, si ce manque était bien réel, on en a tellement conscience qu'on est capable de le mettre en place. Voilà quelques pistes de réflexion sur ce domaine. On continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine toujours sur cette thématique de la reconnaissance. Et notre travail à nous maintenant, ça va être de savoir comment est-ce qu'on va le formuler, comment est-ce qu'on va le verbaliser, comment est-ce qu'on va le mettre en place de manière ultra concrète. Mais je vous y engage, et surtout par rapport aux enfants, vraiment. Vraiment, je vous en supplie, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous pouvez leur donner, et ça peut tout changer. Même si l'enfant, quand on lui dit, ça dit ouais, c'est pas grave, ça le touche, ça lui apporte, ça le nourrit, et ça construit un autre monde de relations, parce que la proximité à ce moment-là n'est plus la même, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique. Évidemment, je ne parle pas au niveau du couple, ça c'est du domaine de l'évidence. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre travail sur la reconnaissance. Et dans un quart d'heure, on se retrouve pour un petit cours sur la paracha de la semaine. Merci beaucoup d'être présent, d'être présente, d'être à l'écoute et de me permettre de pouvoir partager avec vous cet enseignement. Kol Tov.
On va y aller.